Dans cette vidéo, on va parler du grand changement de paradigme auquel on assiste actuellement. Et c'est une analyse fondamentale pour comprendre évidemment le monde dans lequel on se trouve, vers où on se dirige potentiellement et comment se préparer au mieux pour passer ce genre de vague. Alors le postulat de départ, on va dire au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien il est celui-ci. On est dans des économies de marché, donc dans le libéralisme. L'offre et la demande se rencontrent sur un marché d'échange économique. Et de cet état de fait, eh bien, découlent différentes choses. La première, c'est que là, on a une définition du prix des actifs. Hein, c'est facile, vous êtes sur un marché, il y a des gens qui vous proposent du matériel, et puis vous vous confrontez à ces gens-là en disant moi je vous en propose tant, vous avez une meilleure offre ou une offre inférieure du voisin à côté, et puis on finit par s'entendre sur un prix. Au niveau des marchés financiers, c'est grosso modo le même processus qui se met en place. Donc on a la définition des prix, du prix des actifs, hein, que ce soit des actions, de l'immobilier, etc., sur un grand marché où l'offre et la demande se rencontrent. On a aussi une allocation du capital dans des secteurs plus ou moins viables, puisque comme c'est comment dire, un élément naturel qui se met en place, eh bien c'est les lois de la nature qui fonctionnent tout simplement, hein, c'est-à-dire que le capital est alloué dans des secteurs qui sont forcément les plus viables, et par voie de conséquence, eh bien on assiste à ce que l'on appelle une destruction naturelle des canards boiteux. En clair, c'est la grande destruction créatrice, c'est-à-dire le truc qui ne marche pas tend à disparaître, et puis il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Alors évidemment, c'est plus ou moins douloureux, c'est évident, hein, quand vous bossez dans un secteur, je sais pas, moi, si vous vendiez des cassettes vidéo chez Vidéo Futur, eh bien, vous vous êtes bien gavé à un moment donné. Et puis, arrivé du numérique et du streaming, bon, il fallait là peut-être se repositionner parce que ce n'est plus un métier d'avenir, bien évidemment. Même si un entrepreneur de génie comme Elon Musk décidait de se lancer aujourd'hui dans un Vidéo Futur, ça ne le ferait pas. Donc, effectivement, il faut savoir laisser partir et s'évanouir d'anciennes technologies pour accueillir de nouvelles technos, enfin bref, voilà. Donc on était dans ce genre de choses. Alors tout ça a été permis évidemment par la démocratie, hein, dans lequel c'est un système dans lequel le peuple est souverain. Voilà, donc c'est lui qui décide, il élit ses représentants, et ces mêmes Gugus, eh bien, votent les lois et l'impôt, bien évidemment, dans l'intérêt général, du moins on l'espère. Et tout ça, on va dire, et c'est presque pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc ça, c'était le postulat de départ. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, si vous fonctionnez encore aujourd'hui avec ce postulat de départ, vous n'avez rien compris, tout simplement parce que on a assisté et on assiste à un changement qui est en train de s'opérer aujourd'hui où, eh bien, effectivement, les anciennes règles, on va dire, les anciens schémas ne vont plus être valables. Alors aujourd'hui, c'est quoi ce changement de paradigme? Alors j'ai pas dit qu'il était complètement effectué, mais on est dedans et on a différents marqueurs très forts, évidemment, qui nous invitent à comprendre que c'est exactement ce qui est en train de s'opérer. Alors aujourd'hui, ce changement de paradigme, c'est quoi? On l'observe de différentes façons, hein. Aujourd'hui, on a une inversion de la courbe des taux, et ça annonce toujours une énorme récession. Pourtant, les marchés se portent bien, alors évidemment avec quelques nuances, hein, parce qu'on regarde le SP500, les 500 meilleures entreprises américaines, on a l'impression que ça monte, mais en fait c'est tenu que par quelques actions dans le domaine de la techno, hein. Vous enlevez Apple, Microsoft, Nvidia, des choses comme ça, ça ne remonte pas vraiment, mais bon, quand même, on va dire que ça monte, malgré cette inversion de courbe de taux qui annonce toujours une récession. Alors on l'attend toujours cette récession. Bref, on a un endettement abyssal des États. On va pas dire le contraire, hein. Je crois que les US c'est 130% du PIB, la France c'est pareil, enfin officiellement, hein, affiché, parce qu'après quand on rentre un peu dans le calcul, c'est comme l'inflation, on a toujours des surprises, on a toujours un peu plus. Et donc du coup, malgré ce endettement abyssal des États, on a toujours des États qui comment dire, réussissent à se faire financer, hein. Donc on continue de leur prêter, et cette dette, elle continue d'enfler. Voilà. Donc ces États se financent, ils continuent toujours à financer la guerre, hein, la guerre en Ukraine, hein, qui risque de s'étendre, le wokisme et toutes ses dérives, et puis tous les projets à la con qui vont avec, et les mouvements migratoires également, hein. Je veux dire, il n'y a pas de pognon évidemment pour les retraités,
ou les jeunes qui font des études, on va leur gratter 5 euros sur leurs APL. Par contre, effectivement, il faut accueillir la misère du monde. Vous comprenez, on est le pays des droits de l'homme, donc voilà, bon, on va pas polémiquer là-dessus, mais enfin, vous comprenez bien un petit peu le fond du problème, hein. Je fais vraiment une analyse macro, hein. Après, évidemment, il faudrait rentrer dans les détails, mais force est de constater que lorsque l'on dézoome au maximum et qu'on regarde la Terre du hublot de l'espace et qu'on observe tous ces mouvements, bah, c'est effectivement ce qu'il en ressort. Alors, on a également une inflation galopante, hein. Évidemment, il y a toujours une façon de la calculer, cette inflation, pour lui faire dire ce qu'on veut. N'empêche que si je fais un petit sondage parmi vous, bon, je pense pas que les prix baissent tant que ça. L'énergie, ça enfle. Le logement, ça enfle. Votre panier de courses, ça enfle. Donc après, on peut calculer son truc comme on veut. Vous dire, ah bah tiens, il y a une décélération de l'inflation. Mais bon, ça veut pas dire que l'inflation baisse, hein. Elle augmente moins vite, hein, tout simplement. Mais ça continue d'augmenter. Donc on a une augmentation encore de cette inflation. Et... Et pourtant, les États occidentaux augmentent toujours les taux, voilà, malgré la dette abyssale. Ça veut dire que, effectivement, plus ils augmentent les taux, plus le remboursement de la dette est intenable. Voilà. Alors donc, on a des paradoxes comme cela. Alors on se dit, mais what the fuck, quoi, hein, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement parce que l'on assiste à un changement de paradigme. Et ça veut dire tout simplement que la donne, elle change, les analyses doivent changer au regard on va dire, de cette nouvelle donne, de cette nouvelle règle. Et là, quelque part, eh bien, on en revient à un de mes dadas, c'est la fameuse loi des cycles. Eh oui, on ne peut pas s'en affranchir finalement, hein. Et alors, je vais évidemment rebondir sur ce symbole, ce fameux dîner à Versailles, hein, qui a eu lieu là dernièrement, qui est vraiment chargé, alors pour le coup, de symbole, hein, puisque observer un président de la République française faire des courbettes à un roi d'Angleterre, j'ai l'impression que Napoléon, lui, doit se retourner dans sa tombe, hein, de voir la perfide Albion comme ça accueillie, hein, alors que finalement, bah, le roi, lui, officiellement, bien entendu, n'a aucun pouvoir, donc quel intérêt finalement de la jouer comme ça, un peu ancien régime, où on se fait des courbettes entre grands, voilà, aucun intérêt, logiquement, hein. Alors le symbole lié au château de Versailles, bah, c'est pareil, ça rappelle les fastes de l'Ancien Régime, hein. Voilà, on imagine bien Louis XVI, Antoinette et ses brioches, alors que pendant ce temps-là, eh bien évidemment, les Français, eux, n'arrivent plus à joindre les deux bouts, hein. Il y a l'inflation, l'énergie, on a un défaut des entreprises incroyable, hein, qui est en augmentation de plus de 60% par rapport à d'habitude. Bref, des factures d'électricité pour les petites boîtes qui ont fait x10 dans certains cas. Et là, on nous documente évidemment ce fameux dîner, hein, avec des vidéos, des photos, etc. Et on voit effectivement que bah, on leur sert pas de la piquette aux invités, hein. Ils repartent avec des bouteilles à 2700 balles. Et a priori, ces infos, je sais pas, je regarde pas la télé moi, mais bon, on les trouve très facilement, hein. Donc ça n'a pas du tout été fait dans le secret, ce genre de choses, hein. On vous montre bien effectivement que bah, voilà, l'élite est au sommet, elle vit bien, et puis vous les gueux, bah, regardez, bavez, tempêtez dans votre coin, mais de toute façon vous n'avez aucun pouvoir, donc voilà, je veux dire, c'est d'une indécence absolue, j'ai envie de dire, et comme dirait un copain, et il se cache même plus pour nous cracher à la gueule. Voilà, je pense que c'est exactement ça. C'est voulu, on vous montre effectivement que vous êtes que de la merde et qu'en face, eh bien, on en profite bien. Alors évidemment, tout ça, c'est avec vos impôts, hein. Comme dirait Coluche, quand je vois tous ces abrutis là qui se pressent pour toucher le roi, le voir, etc., lui rendre hommage, machin, ils ont rien compris, quoi. C'est le gueux qui est content d'être esclave et puis qui est là et qui va voir son maître, hein, en bavant. Donc c'est, comme disait Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon tout ça, hein. Bref, on en est là, donc ça c'est très symbolique. Donc c'est effectivement, oui, on se dit, on a l'impression de se retrouver à l'ancien régime, quoi. Donc quelque part, on attend tous effectivement que la guillotine soit ressortie, parce que bah, inexorablement, on en viendra là, hein. Je veux dire, à un moment donné, forcément, quand la cocotte minute bout, c'est une des possibilités. Alors ça prend du temps, mais comme tout étant cyclique, c'est des choses qui se sont déjà produites dans l'histoire, ça se reproduira. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est comme ça, puisque si on pouvait vivre tous en pleine fraternité sans se bouffer le nez, ça serait top, mais c'est pas le cas. Comme la nature humaine ne change pas,
il y a toujours des abus et il faut toujours corriger ces abus, la nature se chargeant elle-même, évidemment, de maintenir un équilibre salutaire. Bref, j'en finis avec ces digressions. L'explication, c'est quoi alors? Pourquoi on observe ce genre de trucs, ces paradoxes, ces symboles là qui nous sautent au visage? Eh bien, l'explication, elle est simple. On n'est plus dans une économie de marché, mais on est entré dans une économie dirigée. En clair, comme dans l'ancienne URSS, tout simplement. Et là, effectivement, les explications ne sont plus les mêmes. Quand on a compris ça, on peut analyser ce qui se passe avec un autre regard. Et ça, c'est fondamental. Donc, du coup, on n'est plus non plus en démocratie. Eh ouais, il faut en prendre son parti, c'est comme ça. On est maintenant dans une oligarchie hein, qui est à la tête et qui dirige une technocratie qui tend à l'autoritarisme, hein, évidemment, puisque il y a des résistances en face. Hein, je veux dire, vous n'allez pas vous laisser crever comme ça sans réagir. Donc forcément, il faut durcir un petit peu le ton. Alors des marqueurs, on en a plein. Hein, si on regarde la France exclusivement, la répression des Gilets jaunes, par exemple, hein, avec tous ces éborgnés. Voilà, on parle toujours de la grande révolution de mai 68, mais enfin bon, là, c'est de la petite guerre à côté, hein, quand on voit les gens, comment ils ont été réprimés, les mecs, ils arrivent, ils se disent, ouais, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, écoutez-nous, machin, et ils se font prendre un LBD dans la tronche, se faire traiter de raciste ou d'antisémite, ou d'homophobe, enfin, voilà, classique. C'est dur, hein, une répression qui a quand même été très très dure. On a eu évidemment la vague d'autoritarisme de 2020 avec le Coco Circus, hein, donc là c'était quand même énorme. On a la guerre en Ukraine sans vote démocratique, je pense que personne n'a voté pour envoyer des milliards à l'Ukraine, voilà, hein, enfin je veux dire, des armes aussi, on ne sait pas où elles vont ces armes, à quoi elles servent, est-ce qu'elles servent à à tuer des civils, machin, enfin moi j'ai jamais voté pour ça. Et puis bon, on voit toujours von der Leyen qui, je sais même pas qui c'est cette nana, je veux dire, est-ce que vous avez mis un bulletin de vote, vous, à un moment donné, pour qu'elle puisse être chargée de prendre des initiatives comme celle-ci, hein, ou d'autres hein, d'ailleurs, hein, comme les fameux SMS échangés pour pouvoir acheter des tonnes de vax. Hein. Je veux dire, personne n'a jamais voté pour elle, mais enfin, c'est comme ça. Donc c'est bien une technocratie, hein, voilà. Vous avez la censure, hein, et la répression judiciaire accrue hein, sur la liberté d'expression, voilà, ils mettent en place des choses, parce qu'évidemment, il faut vous empêcher de, sur les réseaux, partager vos ressentis, vos impressions ou vos informations, parce qu'il y a la doxa officielle et relayée par la Pravda, hein, c'est-à-dire le média vert, qui doit avoir droit de citer, les autres, ils doivent se taire. Et puis je vous rappelle juste que, on va dire depuis 3 ans, voilà, ces gens-là se sont torchés le cul allègrement avec notre constitution et les fameux droits de l'homme. Hein. Prendre son café assis, présenter un passe-passe, signer une autorisation pour sortir 1 heure, enfin des conneries pareilles, au nom de la science, bien évidemment. Hein, c'est-à-dire, voilà. Donc bon, des marqueurs, il y en a plein. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de se poser la question, quid de la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Bah écoutez, si vous voulez, quand on voit la façon dont les choses évoluent, eh bien, on va dire, de fortes suspicions que ça évolue dans certaines directions. Alors ces directions, qu'est-ce qu'elles vont être? À mon sens, il va y avoir évidemment une répression financière, voilà, avec un contrôle d'échange, c'est évident. N'oubliez pas que au centre de tout ça, c'est le pognon et le pouvoir, et que, eh bien, forcément, il va falloir de l'argent. Et il va falloir conserver le pouvoir. Alors, donc on va continuer à avoir une augmentation de l'inflation, c'est évident. Et puis des risques accrus de collapse économique. Bien évidemment, ce fameux effondrement économique cher à notre ami Piero San Giorgio. Alors quelle forme il prendra? Parce que bon, je pense qu'on est déjà dans l'effondrement. Hein, je veux dire, l'effondrement des valeurs, de la civilisation, enfin on est dedans. Là c'est pareil, je ne vais pas vous ressortir les marqueurs, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, sur le constat. Hein. Promenez-vous à Paris, enfin on est très loin du Paris d'Amélie Poulain, j'ai envie de dire. Hein. Bon, bref. Et il y a aussi une volonté politique, évidemment, d'enlaidir tout ça. Hein. Donc, eh bien, effectivement, en fonction des pays, puisque tous les pays n'ont pas effectivement le même passif, et puis la même évolution en termes de cycle. Hein. Quand vous êtes dans les pays de l'Est, vous voyez bien que socialement, eh bien, c'est la France d'il y a 30 ou 40 ans. Hein. Voilà, hein, celle qu'on aime. Et donc forcément, j'ai envie de dire, le wokisme ne va pas prendre tout de suite dans ces pays, hein, ça c'est clair, c'est évident. Je vois mal, par exemple, en Bulgarie, des woke et puis des trans venir expliquer aux gamins de 5 ans qu'on peut se masturber, ça va pas être possible.
Ça va pas du tout être possible. Socialement, ça passera pas. Voilà. Du moins, pas avant 30 ou 40 ans. Donc on a encore le temps de voir venir. Donc voilà la suite. C'est les tendances, hein, les tendances futures tout simplement. Alors tout ça, ça s'explique de différentes façons. Je pense qu'il va y avoir encore une augmentation des taux d'intérêt pour différentes raisons. La première, c'est que effectivement, on a la Chine qui se débarrasse progressivement et depuis un bon moment des bons du Trésor US. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de défaut. Hein. N'oubliez pas que la contrepartie, c'est l'État américain qui est surendetté. Il y a un risque de confiscation certain. On l'a vu avec la Russie. Hein. Quand vous avez du pognon libellé dans une autre monnaie, et notamment tenu dans une banque centrale à l'extérieur, eh bien, vous pouvez vous faire confisquer le truc ou geler les avoirs. Donc les Chinois, ils sont pas débiles. Ils ont vu ce qui s'est passé avec la Russie. Donc on ne pas se laisser faire. Puis surtout, il y a un risque de guerre avec les US. Et quand vous avez une guerre avec un pays, vous évitez, vous tendez pas le bâton pour vous faire battre. Hein. Grosso modo, si vous avez de la fiat, si vous avez des dollars, vous êtes mal parce que l'autre il va geler les avoirs. Donc effectivement, progressivement, et c'est un mouvement qui est opéré depuis quelques années, eh bien la Chine se débarrasse des bons du trésor américains. Ils en détenaient beaucoup. Alors évidemment, ça risque d'entraîner un défaut des États, parce que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, et puis la charge de la dette, elle est énormissime. Voilà, on est à 33 trilliards, je crois, je sais plus, c'est énorme, c'est des chiffres, il y a tellement de zéros qu'on s'y perd. Hein. Voilà. Donc tout ça fait que nos États n'auront pas le choix que de maintenir une inflation élevée. Alors malgré tout le pipeau qui vous est servi, quand l'inflation est élevée, ça permet de dévaluer la dette, tout simplement. Hein, voilà. Donc effectivement, l'inflation restera bien élevée à cause, évidemment, de ce phénomène que je viens d'évoquer, mais également parce qu'il y a la guerre. N'oubliez pas qu'en période de guerre, les taux d'intérêt augmentent, forcément de toute façon, puisque l'État a besoin de financement pour l'effort de guerre. Hein, on continue d'envoyer du pognon là-bas, en Ukraine, parce que c'est une guerre par proxy entre les États-Unis, l'Empire, et puis la Russie, mais elle risque de s'étendre aussi, donc l'effort de guerre, il faudra le poursuivre. Et on a aussi, effectivement, l'inflation, elle va être sujette à augmenter à cause du sous-investissement dans le secteur de l'énergie et de la mauvaise allocation de ce capital, bien évidemment. Évidemment, quand on met de l'argent dans l'énergie verte qui n'a pas un rendement très adapté, forcément, il n'y a plus d'argent pour chercher de nouveaux gisements de pétrole et puis faire tourner la bécane. Donc il y a un dysfonctionnement manifeste et tout ça, c'est inflationniste, bien évidemment. On a aussi le phénomène de relocalisation des moyens de production sur les zones économiques. Évidemment, quand on s'est aperçu du problème du coco circus, alors on met en place un bidule, mais quelque part on se prend la porte de saloon dans la tronche. Bah oui, parce que les Chinois derrière ils ont fermé et puis du coup ils envoyaient plus les produits. On s'est dit merde, donc du coup il va peut-être falloir rapatrier les usines sur les zones économiques, donc aux US, sur le territoire américain et puis en zone européenne, dans des pays à bas coût pour les salaires, parce que c'est quand même mieux. Hein. Mais tout ça, ça prend du temps, donc c'est forcément inflationniste. Voilà. Alors qu'est-ce qui se met en place en face? Forcément une répression financière, c'est-à-dire que les gouvernements vont maintenir quelque part l'inflation à des niveaux élevés, et puis vont faire racheter leurs dettes d'État par les institutionnels, voilà, de façon réglementaire, c'est une obligation réglementaire. Hein, tous les hedge funds et tout ça seront obligés d'acheter de la dette à pas cher. Voilà. Donc il y aura un contrôle des capitaux, forcément, puisqu'il ne faut pas que le pognon se sauve dans des zones où il serait un peu plus sécure. Et puis je pense également qu'on aura une attaque en règle sur les cryptos, parce que malgré ce que tout le monde pense, et notamment les jeunes générations, les cryptos, ça sort du contrôle des États, etc. C'est une concurrence directe. La monnaie, c'est le cœur du réacteur nucléaire, du contrôle global. Donc les États ne peuvent pas se permettre de laisser des monnaies alternatives, on va dire, hors de leur contrôle. Voilà. Donc il y aura forcément une tentative de contrôle, de régulation, etc. sur les crypto-monnaies. Et ensuite,
À mon sens, on voit bien que des systèmes et ce qu'on appelle les PEG, hein, c'est-à-dire des économies avec des taux de change fixes, comme dans la zone euro, ça ne peut pas tenir sur la distance. On a déjà des exemples dans l'histoire où eh bien, ça ne peut que sauter à un moment donné, ça ne tient pas. Donc on a un énorme risque, évidemment, de disparition de l'euro. Voilà. En parallèle, tout ça, parce que là c'est de l'analyse macro, mais rassurez-vous, hein, mes bons français de base, on aura une attaque en règle sur l'épargne, bien évidemment, hein, parce que quand vous avez les institutionnels qui sont obligés d'acheter de la dette pourrie, vous, quand vous avez tout ça dans des assurances vie, eh bien forcément vous êtes impacté par tout ça, mais pas seulement. Parce qu'on voit bien que les mouvements s'opèrent de spoliation au niveau de l'immobilier. Alors c'est facile, hein, il suffit d'augmenter les taxes. Je pense que ceux qui sont encore en France avec des biens immobiliers ont vu leurs taxes foncières exploser, plus ou moins. Mais il n'y a pas que ça, il y a la réglementation aussi. Parce que vous comprenez, ma bonne dame, il y a le climat. Donc il va falloir faire des travaux, mais comme vous ne pouvez pas parce que vous n'avez plus de pognon, votre bien sera mis sous tutelle, vous ne pourrez plus le louer, ni l'habiter, machin, enfin bref. Donc c'est la grande spoliation. Hein. Mais de toute façon, on vous l'a dit, même si vous possédez et que vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Donc de quoi vous plaignez-vous, hein? Voilà, donc à mon sens, c'est les grandes tendances qui vont s'opérer et se mettre en place dans les années qui viennent. Alors comment on fait concrètement et pratiquement pour se protéger de tout ce bordel? Bah, se rappeler tout simplement que dans la loi des cycles, il y a évidemment des microcycles, des macrocycles, mais tout n'avance pas à la même vitesse. Voilà, d'où l'intérêt, au sens large, quand je parle de fuite, bien c'est exactement ça, c'est-à-dire se laisser la possibilité d'observer dans le chaos la poussière qui commence à retomber, tout simplement, pour savoir quoi faire à un moment ou à un autre. Donc la fuite vous permet de gagner du temps. Parce qu'il y aura toujours au passage des opportunités d'investissement, que ce soit dans des pays sûrs et surtout peu endettés, parce que les pays qui sont très endettés, à mon avis, voilà, ils vont vous pomper comme des vampires jusqu'à ce que vous n'ayez plus de jus. Voilà. Et ça ne sera pas agréable, je parle du sang évidemment. Voilà. Donc, je pense qu'il faut continuer à se mettre à l'abri physiquement dans ces pays, donc dans des pays sûrs et puis surtout surendettés. Il faut se hedger avec de l'or, puisqu'on voit bien les banques centrales actuellement se chargent en or, puisque l'or c'est la contrepartie d'aucun État, de personne, ça conserve sa valeur. Donc c'est une sécurité. Je pense qu'il faut faire pareil au niveau des individus, il faut peut-être y penser. Et puis surtout se positionner sur des biens tangibles. Alors évidemment, traditionnellement, quand il y a inflation, on se dit bon c'est l'immobilier. Et évidemment, c'est ce que fait le Français de base, investir dans l'immobilier. Mais il y a une donnée essentielle à prendre en compte dans ce cas-là, c'est la donnée liée à la zone géographique. Parce que si vous investissez dans de l'immobilier, je ne sais pas, si vous avez investi dans le sud de l'Ukraine, c'est pas terrible aujourd'hui, donc c'est dangereux, voilà. Et puis, alors là évidemment, l'image elle est claire, elle est liée à la guerre, mais si vous êtes dans un pays surendetté qui pratique la confiscation de différentes façons, et notamment grâce à la fiscalité et aux réglementations, c'est pas mieux. Donc vous pouvez pas prendre votre immobilier pour vous casser dans le pays d'à côté. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Les biens tangibles, c'est pas que ça, c'est effectivement, je sais pas moi, des objets de valeur, des voitures de luxe peut-être, ou alors des actions d'entreprises qui tiennent la route, ce qu'on appelle des entreprises value. Voilà, c'est pas très réjouissant tout ça, mais bon, il faut se dire que lorsque l'on vit ce genre de choses, on a effectivement, c'est encore une fois ces histoires de cycle. Si vous n'avez qu'un horizon réduit de temps, eh bien votre analyse elle est biaisée parce que effectivement, le système dans lequel on était depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, il est en train de changer et il change très très vite. Et si vous réfléchissez avec les notions de l'ancien paradigme, tout simplement, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Donc vous allez effectivement dans le mur parce que vous dites je comprends pas, selon les anciennes métriques ça ne devrait pas être comme ça, etc. Ouais. Mais lorsque vous avez une information différente, lorsque vous regardez la médaille de l'autre côté, eh bien il y a tout qui s'éclaire. Voilà. Écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez évidemment une vue différente ou des informations complémentaires, eh bien c'est toujours... N'hésitez pas en commentaire, c'est toujours intéressant de débattre là-dessus. Allez, je vous dis à plus.